Bonjour, Céline Roch et moi-même, nous allons vous présenter une conférence sur l'apport des méthodes scientifiques par rapport à l'étude des objets en terre cuite, provenant en particulier d'Amérique, d'Afrique ou d'Asie. Il s'agit essentiellement de cibler notre regard sur les tests d'ancienneté et sur l'imagerie scientifique. On peut remarquer qu'en fonction des problématiques que nous abordons, les tests d'ancienneté par thermoluminescence permettent d'apporter des informations sur l'authentification, également sur l'histoire des techniques. Et en complément, l'imagerie scientifique, à partir de la radiographie ou du scanner, permettent d'obtenir, à travers la structure interne de l'objet, à travers une image de cette structure, permet d'obtenir donc des informations également sur l'authentification, mais également sur l'état de conservation ou sur également l'histoire des techniques. L'imagerie scientifique est quelque chose dont le résultat est assez facile à discuter et à observer immédiatement. C'est pour ça que nous allons passer un peu de temps à décrire la thermoluminescence, qui est une méthode qui, bien qu'employée depuis des dizaines d'années pour l'étude des objets en terre cuite, fait l'objet malgré tout d'une certaine complexité. Donc voyons un peu plus en détail comment fonctionne la thermoluminescence. Donc la thermoluminescence est une méthode qui permet d'obtenir l'ancienneté de la dernière cuisson des objets en terre cuite. On rattache cela à la période à laquelle l'objet a été fabriqué, en première approximation. Plus en détail, comment cela fonctionne? La thermoluminescence s'appuie sur deux phénomènes. Tout d'abord sur la radioactivité naturelle, c'est la radioactivité qui nous entoure tous, et parallèlement, les cristaux contenus dans une terre cuite ont la capacité d'absorber cette radioactivité et d'en accumuler les effets au cours du temps. Un petit schéma peut permettre d'expliciter un peu cela. Donc, au cours de leur histoire, après leur formation, les cristaux ont accumulé pendant un temps très important, un temps géologique, les effets de cette irradiation. Il s'agit d'un temps que nous ne cherchons pas à mesurer, qui ne nous intéresse pas. Le point essentiel est ici. Au moment de la formation de l'objet, au moment de sa fabrication, l'objet a été porté à une température assez importante, typiquement 400 à 500 degrés. Cette température a remis à zéro le chronomètre, a effacé toute l'information préalablement acquise, et donc on se retrouve à un niveau zéro. À partir de ce zéro, la radioactivité naturelle se met en action et petit à petit s'accumule dans les cristaux. Au laboratoire, ce que nous faisons, nous prélevons un peu de la matière de l'objet en terre cuite, nous en extrayons les cristaux, nous les faisons chauffer, d'où le terme de thermo, et au cours de ce chauffage, ils émettent une lumière, une luminescence. Ceci explicite le terme de thermoluminescence. Le point essentiel dans cette méthode, c'est de savoir que l'intensité de la thermoluminescence, donc de la lumière émise, au cours du chauffage au laboratoire est proportionnel au temps écoulé. Autrement dit, plus un temps important s'est écoulé entre le moment où l'objet a été fabriqué et le moment où nous faisons la mesure au laboratoire, plus cette intensité sera importante. Donc pour résumer, on a besoin de trois éléments pour faire une étude en thermoluminescence. Tout d'abord, d'avoir un chauffage initial qui permette de remettre à zéro l'information préalablement acquise, puis laisser un temps s'écouler pendant une durée indéterminée, c'est ce temps-là que nous cherchons à déterminer. Et enfin, faire des mesures au laboratoire qui permettent de quantifier, de mesurer l'intensité de luminescence. L'équation d'âge qui permet d'obtenir l'âge de l'ancienneté du chauffage, de la fabrication de la terre cuite, est donnée par cette équation relativement simple, où nous avons la quantité d'irradiation accumulée au cours du temps, cette quantité qui est proportionnelle à l'intensité de la luminescence, divisée par la dose d'irradiation reçue par une année. Cette quantité d'irradiation-là dépend du contexte dans lequel l'objet a été préservé. Il s'agit d'une information que nous n'avons pas. Nous n'avons qu'une connaissance sur l'environnement qu'a connu une terre cuite précolombienne ou une terre cuite africaine quand elle se retrouve dans une galerie d'art. Donc nous sommes obligés de faire une approximation, de faire un choix. Classiquement, nous prenons une valeur comprise entre 3 et 6 mg par an, ce qui correspond à quelque chose que l'on rencontre très fréquemment comme valeur. Donc le terme de test d'ancienneté
vient de cette indétermination, c'est-à-dire que nous n'avons pas la mesure de l'irradiation reçue par l'objet au cours d'une année. Étant donné que nous ne l'avons pas, nous faisons une approximation. Si jamais nous l'avions, c'est le travail que nous faisons par exemple pour les archéologues, à ce moment-là, nous dirions que nous ferions une datation par thermoluminescence. Donc il faut s'entendre un petit peu sur les termes, il y a une petite finasserie de ce côté-là. Nous, on préfère parler de tests d'ancienneté. Maintenant, la méthode que nous appliquons classiquement, que nous appliquions jusqu'à il y a quelques années pour étudier les objets en terre cuite, consistait à effectuer ces tests de thermoluminescence pour valider l'ancienneté de la cuisson, de la fabrication de l'objet. Puis, de temps en temps, en fonction des questions qui étaient posées, on pouvait compléter cette étude par la radiographie, ce qui permet d'avoir des informations, encore une fois, sur la structure interne de l'objet et d'apporter un complément d'informations sur son état de conservation, en particulier ou s'il a fait l'objet de restauration. Nous allons expliciter cette démarche au travers d'exemples effectués sur des céramiques précolombiennes. Le premier exemple est donné ici par un personnage en terre cuite dont l'ancienneté présumée est comprise entre le XIIe et le XVe siècle. Nous faisons un premier prélèvement à l'arrière de la tête qui permet d'obtenir les informations suivantes. Donc voici ce que l'on appelle une courbe de thermoluminescence. Les courbes noires correspondent aux courbes obtenues sans irradiation au laboratoire, uniquement après un temps indéterminé que nous cherchons justement à mesurer. C'est la thermoluminescence dite naturelle. Les courbes bleues correspondent à des courbes obtenues sur le même type de cristaux, mais cette fois-ci, on a ajouté des doses d'irradiation au laboratoire, des doses d'irradiation connues. La comparaison de ces intensités des courbes bleues et de la courbe noire peut être traduite sur ce graphique qui permet d'obtenir un ensemble de points au travers duquel on fait passer une droite. Nous faisons une interpolation linéaire et l'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses permet de déterminer la dose d'irradiation naturelle qui est proportionnelle donc à l'âge. Un deuxième prélèvement a été effectué au niveau du pied. Nous obtenons des courbes de thermoluminescence qui sont similaires à celles obtenues sur le premier prélèvement, avec une valeur ici pour la dose d'irradiation naturelle qui est similaire à celle obtenue sur le premier prélèvement. L'ensemble de ces deux mesures permettent de conclure que nous avons affaire à un matériau cuit anciennement et on peut en déterminer une ancienneté comprise entre 1060 et 1220 AD, ce qui est compatible avec l'ancienneté présumée. Un autre exemple est donné par cette autre figurine en terre cuite dont l'ancienneté présumée est comprise entre 600 et 300 BC. Nous refaisons les expériences de thermoluminescence et nous avons encore une courbe noire et des courbes bleues. Simplement, cette fois-ci, la courbe noire ici, elle est quasiment confondue avec une autre courbe qu'on distingue un petit peu, qui est grise, qui s'appelle la courbe de bruit de fond. Le bruit de fond, c'est une courbe qui est obtenue sans aucune irradiation, c'est le niveau 0. Donc en gros, ici, quand on transpose l'intensité de ces courbes sur le graphique, on s'aperçoit que la dose d'irradiation naturelle est proche de 0. Un prélèvement effectué au niveau du pied permet d'obtenir le même type de résultat avec des courbes de thermoluminescence naturelle très proches de 0 et une valeur finalement de dose d'irradiation naturelle proche de 0. Cela correspond à un matériau cuit récemment pour une ancienneté de moins de 100 ans. Donc on voit que la thermoluminescence, à travers ces deux exemples, permet de distinguer assez facilement des objets cuits anciennement d'objets cuits récemment. Un autre exemple est donné par cette autre terre cuite dont l'ancienneté présumée est comprise entre 600 BC et 300 AD. Nous faisons un premier test qui permet d'obtenir ces courbes-là. Alors, elles ont la particularité de ne montrer aucune variation en fonction de la dose d'irradiation que nous fournissons au laboratoire. Le deuxième prélèvement donne exactement le même type de résultat. Nous sommes en face d'un matériau qui, cette fois-ci, n'est absolument pas exploitable au sens de la thermoluminescence. Il nous est impossible de dire si c'est ancien ou si c'est récent. Là, pour ce cas de figure, on est obligé de dire qu'il n'y a pas de résultat. Cela ne veut pas dire que c'est faux, cela ne veut pas dire que c'est vrai, ça veut simplement dire qu'on ne peut rien faire du point de vue de la thermoluminescence.
Les explications ne sont pas très bien déterminées aujourd'hui. On peut considérer que parfois il peut s'agir de matériaux de restauration. Il est à noter que pour les céramiques précolombiennes, certains matériaux, surtout pour des céramiques qui proviennent d'Amérique centrale, qui peuvent contenir des cristaux d'origine volcanique, sont très peu réactifs à la thermoluminescence, ce qui peut expliquer ce type de courbe inexploitable. Un autre exemple est donné par Sataribal d'Amérique du Sud, dont l'ancienneté présumée est comprise entre le XVe et le XVIe siècle. Donc là, rapidement, on a refait la thermoluminescence, toujours des variations en fonction de la dose. Manifestement, il y a un signal qui est important et nous en déduisons que le matériau était cuit anciennement pour une ancienneté comprise entre 1460 et 1580 AD, ce qui est compatible avec l'ancienneté présumée. L'intérêt de cette étude vient de la radiographie que nous avons pu faire sur l'objet en complément. Nous pouvons remarquer que l'objet a été cassé en différents endroits et que les cassures ont fait l'objet d'une restauration à l'aide d'agrafes métalliques. Ainsi, on a une vision, un panorama plus complet sur l'objet. D'un côté, nous avons une terre cuite qui est ancienne, mais parallèlement, cet objet a fait l'objet d'une restauration relativement importante et pas très visible, en tout cas de l'extérieur. Enfin, un dernier exemple est donné par ce vase à étrier qui provient d'Amérique du Sud, dont l'ancienneté présumée est comprise entre 100 BC et 500 AD. Nous refaisons un test de thermoluminescence. Le premier, maintenant, vous avez un petit peu vu les courbes de thermoluminescence, vous pouvez remarquer que cela semble correspondre à un matériau ancien. Par contre, le deuxième prélèvement effectué dans le bas de l'objet montre un matériau qui est inexploitable. Nous relions deux informations d'exemples vus précédemment, simplement cette fois-ci c'est sur le même objet, donc l'objet est hétérogène. Là encore, la radiographie permet d'avoir une explication. En effet, on peut s'apercevoir que l'objet a fait l'objet de cassures qui ont été recollées, et dans la zone où nous avons effectué le deuxième prélèvement, un autre matériau apparaît de densité différente. Il s'agit d'un matériau de restauration. Ainsi, la conjonction de la thermoluminescence et de la radiographie permet de déduire toutes les informations possibles sur l'objet, à savoir une terre cuite ancienne qui a fait l'objet de restauration. On peut remarquer que c'était la démarche que nous pouvions suivre jusqu'à il y a quelques années, consistant à faire essentiellement la thermoluminescence et la radiographie arriver en complément. Simplement, depuis que les faussaires se sont un petit peu tenus au courant de nos techniques pour essayer de circonvenir à leurs activités, ils ont pu commencer à adapter leurs techniques, en particulier en utilisant des terres cuites anciennes et en les remettant en forme de manière moderne. À ce moment-là, la thermoluminescence est inopérante, puisque la thermoluminescence ne s'attaque que sur le matériau lui-même. Donc le test va dire, il n'y a pas de problème, l'objet, la terre cuite est ancienne. Donc il devient de plus en plus important, nécessaire, voire incontournable, d'effectuer en parallèle de la thermoluminescence une étude de la structure interne de l'objet par les méthodes d'imagerie. C'est à travers des exemples sur des objets qui viennent d'Asie et d'Afrique que Céline va vous présenter cette partie-là. Donc oui, pour expliciter ces pratiques de faussaires, on peut prendre des exemples, d'abord en Afrique et puis dans un second temps en Asie. Alors, un premier exemple ici concerne une tête provenant d'Afrique, de style attribuant la pièce entre le XIIe et le XVIe siècle. Il s'agit là, je vous le dis d'ores et déjà, d'une pièce authentique qui ne pose pas de problème, ni du point de vue du style, ni du point de vue des analyses. Mais je la présente parce qu'elle va nous servir de référence pour comprendre comment sont constitués les objets faux, de même typologie. Donc, quand on applique les démarches classiques qu'Emmanuel vient de vous présenter, on peut faire un premier prélèvement, par exemple ici, sous le menton, obtenir ce faisceau de courbe qui nous donne un signal de thermoluminescence bien défini, qui croît de manière correcte avec les doses qu'on ajoute et qui correspond à un matériau ancien pour lequel on détermine une ancienneté autour de 780 ans, tout à fait compatible avec l'ancienneté présumée. Et un deuxième prélèvement fait donc dans un endroit bien différent, ici dans la section du cou, donne un faisceau de courbe dont la forme est très proche à celle qu'on a obtenue sur le premier prélèvement et une ancienneté également très proche, ici à 730 ans.
Donc on a ici, à partir de 2 prélèvements faits à des endroits bien différents de l'objet, preuve que l'on a un matériau homogène dans ses propriétés de thermoluminescence et dans son ancienneté. En complément, si l'on observe cet objet au scanner médical, donc là il s'agit de faire des coupes axiales et sagittales, on va pouvoir lire la structure de l'objet dans tous ses axes. Là, je présente juste le détail d'une coupe axiale qui est faite à peu près à mi-hauteur. On voit sur cette coupe que l'on a affaire à un matériau qui est très homogène dans sa texture sur toute la périphérie. On va juste repérer une cassure ici, un manque de matière à cet endroit-là, mais rien de préjudiciable. Et on voit bien que les 2 prélèvements de thermoluminescence qui ont été faits proviennent de zones de texture très homogènes. Donc là, on a une structure qui est très homogène et continue. La conjonction de ces 2 analyses, donc l'homogénéité vue en thermoluminescence et confirmée par le scanner, permet de dire qu'on a effectivement un ensemble qui est compatible avec le style. Alors si on regarde maintenant un objet de même typologie, et il s'agit également d'une tête, de même ancienneté présumée, et pour lequel on applique la même démarche. Un premier prélèvement dans la section du cou nous donne un faisceau de courbes bien défini, un signal de thermoluminescence naturelle bien dégagé du bruit de fond et qui correspond à une ancienneté de 750 ans, donc compatible avec l'ancienneté attendue. Et un deuxième prélèvement fait sous le menton nous donne des résultats en thermoluminescence correspondant à un matériau non datable, donc tel qu'Emmanuel vous les a présentés tout à l'heure, pour lesquels le signal n'augmente pas avec la dose que l'on ajoute et pour lesquels on ne peut pas déterminer d'ancienneté. Alors on pourrait très bien en rester à ces résultats, évacuer ce résultat en disant qu'on est tombé malencontreusement dans une zone de restauration et que du coup ce résultat ne caractérise pas l'objet, et conserver uniquement ce premier prélèvement et donnant une ancienneté de 750 ans. Or là, le scanner prend tout son sens puisque sur cette coupe axiale qui est extraite de l'ensemble de l'observation de la pièce au scanner et qui est faite également à peu près à mi-hauteur, on voit bien, si l'on compare par rapport au scanner obtenu sur l'objet précédent, que l'on a affaire ici à une texture qui est beaucoup plus hétérogène, puisqu'on voit bien 2 parties distinctes. Une première partie est périphérique ici, qui correspond au modelé du visage, et une deuxième terre cuite qui correspond à ce cylindre central qui fait l'ossature de l'objet, dont provient le prélèvement de thermoluminescence qui donnait une information positive. Et on voit bien entre les 2 parties une délimitation très nette qui n'est pas du tout normale dans le cas d'un objet fait d'un seul tenant. Donc dans ce cas, il s'agit d'un objet faux qui est fabriqué à partir d'un cylindre de terre cuite dont l'ancienneté est compatible avec le style que l'on veut donner à l'objet. Et dans ce cas, le visage est modelé par-dessus ce cylindre avec une terre qui est uniquement séchée. Si l'on prend un autre exemple, également une tête, ici on est sur un style plus ancien, on est sur un style NOC, et qu'on applique la même procédure. Sur un prélèvement fait dans la section du cou, on va trouver ce résultat, donc correspondant à un matériau cuit anciennement, dont l'ancienneté mesurée autour de 2000 ans est compatible avec l'ancienneté attendue. Et un autre prélèvement fait dans les reliefs de la coiffe, à l'arrière de la pièce, donne un résultat correspondant également à un matériau cuit anciennement, d'ancienneté autour de 2200 ans, compatible à la fois avec le premier résultat et avec l'ancienneté attendue. On pourrait en rester là et valider la pièce sans regarder de plus près. Or, on se rend compte ici qu'on a quand même des faisceaux de courbes qui sont très différents dans la forme, et ceci doit alerter l'expérimentateur sur de possibles hétérogénéités. Ça peut correspondre à des terres cuites de nature légèrement différente qui se comportent différemment en thermoluminescence, même si elles ont la même ancienneté. Là, le scanner va confirmer les doutes que la thermoluminescence vient de soulever, puisque je vous présente ici le détail d'une coupe axiale, ici le détail d'une coupe sagittale, et on voit bien ici qu'on a une texture qui est très hétérogène, puisqu'on repère un cylindre de terre cuite qui fait l'ossature de la pièce,
Et pour tous les éléments en modelé, alors ici on serait sur une partie du modelé du visage, ici le modelé de l'arrière de la coiffe, on détecte des blancs. Alors toutes ces zones blanches, ça correspond à des vides interstitiels qui délimitent l'association de plusieurs blocs ou fragments de terre cuite qui sont collés les uns aux autres. Donc on a des blocs qui viennent s'ajouter sur la surface pour recréer les modelés de la coiffe. On les voit des lignes d'association également dans le sens transversal qui correspond en fait à tous les petits blocs qu'on est venu agencer pour recomposer la coiffe. Et au niveau du visage, on a exactement la même structure avec des lignes de démarcation très nettes ici qui sont finalement parallèles à la surface, donc qui n'ont rien à voir avec des cassures telles qu'on peut les trouver sur des objets en terre cuite, et qui correspondent bien à des points d'assemblage de fragments de terre cuite pour recomposer l'objet. Donc là, on est dans un cas de faux qui réutilise des fragments de terre cuite dont l'ancienneté de chacun est compatible avec le style que l'on veut donner à la pièce. Alors si on regarde un petit peu maintenant ce qui se passe sur des productions asiatiques, alors comme précédemment, je vous présente le cas ici d'un objet authentique, autant du point de vue du style que des résultats d'analyse, et puis il va nous servir de référence. Donc il s'agit d'un serviteur associé à la dynastie des Han. Lorsqu'on applique la démarche traditionnelle d'analyse, on va faire par exemple un premier prélèvement ici sur le flanc droit. Les résultats de l'analyse nous donnent un matériau cuit anciennement, d'une ancienneté autour de 2200 ans, compatible avec le style attendu. Un deuxième prélèvement fait par exemple à l'arrière du cou nous donne le résultat d'un matériau cuit anciennement également, avec une ancienneté mesurée ici à 2160 ans, qui est à la fois compatible avec le résultat qu'on a obtenu au niveau du buste et avec l'ancienneté attendue. Donc là, on a déjà une homogénéité qui est mise en évidence par la thermoluminescence et qui est un premier élément positif. Si on complète l'analyse avec la radiographie, on voit ici qu'on a affaire à une pièce qui est très homogène. On n'a pas de rupture, on n'a pas de discontinuité dans les parois, tout se suit, tous les niveaux de gris et les niveaux de densité se suivent de manière très cohérente. On va juste remarquer une cassure ici au niveau du cou, mais qui n'a rien d'anormal pour un objet ancien, fissure également au niveau de l'épaule, mais rien qui ne contrarie l'authenticité de l'objet. Donc dans ce cas, l'homogénéité qu'on a mise en évidence en thermoluminescence avec les anciennetés mesurées sur 2 prélèvements et les résultats de la radiographie confirment l'authenticité de l'objet. Alors si je reprends maintenant un autre exemple de la même série finalement, il s'agit aussi d'un serviteur associé à la dynastie des Han. Un premier prélèvement de terre cuite fait sur le flanc droit nous donne un faisceau de courbes correspondant à un matériau ancien, dont l'ancienneté est déterminée autour de 2250 ans. Et un prélèvement fait dans la nuque donne également un matériau ancien avec une ancienneté déterminée autour de 2180 ans. Les 2 faisceaux de courbes se ressemblent dans la forme, les 2 anciennetés déterminées sont compatibles. On pourrait en rester là et valider la pièce. Or, dans ce cas, la radiographie nous montre un profil qui est très différent de ce qu'on vient de voir sur l'objet précédent, où là, on note des fortes discontinuités, des fortes ruptures dans les niveaux de densité du matériau. Donc on a ici des lignes, des traits très rectilignes, ici, dans ce sens-là également. Une rupture très nette ici au niveau du buste. Un petit ajout de fragment de terre cuite qui vient s'ajouter ici, mais on voit bien qu'on est sur un ensemble qui est très discontinu, qui est très hétérogène, et là on a affaire à un assemblage de blocs de terre cuite dont l'ancienneté de chacun est compatible avec le style. Donc là on est sur une reconstitution d'un objet à partir de matériaux anciens, et c'est la radiographie qui en fait la preuve formelle. Alors un autre exemple ici qui concerne un bœuf dynastie Tang. Un prélèvement fait au niveau du ventre du bœuf nous donne un matériau ancien d'une ancienneté autour de 2000 ans, qui est bien supérieure à l'ancienneté donnée par le style. Et un autre prélèvement fait ici à l'arrière de la tête nous donne
également l'indication d'un matériau cuit anciennement, avec une ancienneté encore plus importante ici, à 2800 ans. Donc on se retrouve ici avec 2 prélèvements de terre cuite qui donnent des anciennetés différentes, significativement différentes ici, et dans tous les cas bien supérieures à l'ancienneté attendue par la définition du style. La radiographie nous donne l'explication. On voit ici des lignes droites qui se coupent à angle droit également, qui délimitent l'espace de la tête, puis une partie ici du poitrail, une deuxième partie du poitrail ici, et tout le corps et toute la pièce est quadrillée finalement par ces lignes d'assemblage. Donc il est bien évidemment hors de question d'interpréter ces lignes en parlant de cassure naturelle, puisqu'un faisceau de cassure naturelle ne donne certainement pas ce type de résultat. On est bien sûr un assemblage de blocs de terre cuite qui sont associés les uns aux autres et qui sont retaillés pour donner le style que l'on souhaite à la pièce. Donc dans ce cas, la thermoluminescence a déjà donné un indice de pièces problématiques par les fortes anciennetés déterminées, et la radiographie finit de donner l'explication. Un dernier exemple ici, un chamelier, associé également par le style à la dynastie des Tang. Un prélèvement fait dans la nuque nous donne un faisceau de courbe qui est très cohérent, avec un niveau de thermoluminescence naturelle qui est relativement intense, une ancienneté que l'on peut en déterminer autour de 1200 ans, donc dans ce cas-là, compatible avec le style. Deuxième prélèvement qui est fait ici sous le bras droit, on obtient ici des résultats correspondant à un matériau non datable, qui pourrait dans ce cas-là être interprété comme un matériau de restauration. Donc on pourrait, comme dans le cas précédent en Afrique, en rester à ces résultats, considérer que ce prélèvement correspond à un matériau de restauration qui ne représente pas le matériau constitutif de l'objet, et conserver uniquement ce résultat pour valider la pièce. Or là, la radiographie nous informe sur cette vue de face et sur la vue de profil qu'on a affaire ici également à un assemblage de blocs qui s'assemblent à angle droit, puisqu'on a un tracé ici, on repère des tracés ici, des variations de densité qui sont complètement anormales au sein même de l'objet, avec des ruptures très fortes et des lignes parallèles qui parsèment l'objet. Sur le profil, on va repérer un fragment pour l'avant du visage qui a été certainement retaillé, et puis trois fragments de terre cuite qui sont venus s'agencer à l'arrière pour recomposer l'arrière de la tête. Et au niveau du buste, on a une ligne ici continue au centre, un bloc rajouté en bas du dos pour recomposer l'objet. Dans ce cas-là, ce prélèvement de terre cuite qui avait été fait donc sous le bras à ce niveau-là et qui donne un matériau non datable correspond à un matériau de rebouchage qui a été utilisé pour combler des manques entre plusieurs blocs de terre cuite. Donc là, on est sur un cas de faux caractérisé. Alors, si on veut rapidement finir quelques exemples sur ces productions asiatiques, on se rend compte que la radiographie, finalement, aujourd'hui, elle devient très importante pour qualifier des objets faux. Quelques exemples ici. Vous avez ici deux objets de texture et de structure homogènes. Donc on voit bien que tous les contours sont continus, les niveaux de densité sont continus également. On peut repérer ici une petite ligne qui correspond à la ligne d'assemblage du moule bivalve, donc qui correspond à une technique de fabrication tout à fait classique et traditionnelle des objets, de ce type d'objets chinois. A contrario, sur des cas que l'on rencontre dans des objets recomposés, on voit bien que voilà, on a des structures qui sont très hétérogènes, de très fortes variations de densité d'un endroit à l'autre qui ne correspondent absolument pas à des éléments de relief. Et ici, par exemple, le visage est retaillé dans un bloc plein. Ici, c'est l'arrière de la tête qui est retaillé dans un bloc plein, alors que l'avant est en partie creux. Donc on voit là comme ça un patchwork, un assemblage de blocs pour recomposer les objets. Sur des cas de chevaux,
On va retrouver exactement les mêmes procédures. Donc ici, la tête d'un cheval de structure homogène. Donc on voit bien, tout est continu, on n'a pas de discontinuité marquée. On va juste repérer une petite surépaisseur de matière au niveau du cou, mais qui correspond à un assemblage classique et traditionnel entre la tête et le reste du corps. Au niveau du corps, on va repérer des cassures naturelles. Donc on voit bien, hein, des cassures naturelles, ça fait un réseau de lignes qui se propagent à travers le corps du cheval et dans des directions aléatoires et selon des directions complètement aléatoires. Donc on est vraiment dans quelque chose de cassure qui caractérise les cassures naturelles. A contrario, sur des cas de recomposition, on va trouver des traits droits, rectilignes, très marqués. Ici, un assemblage de fragments de terre cuite qui recomposent l'ensemble avec des discontinuités marquées ici, par exemple, au niveau de l'épaisseur de la paroi. Et on voit bien que cette apparence-là n'a rien à voir avec un réseau de cassures naturelles. On est vraiment sur de la recomposition. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les objets en terre cuite, c'est que déterminer l'ancienneté du matériau par thermoluminescence, ça reste une étape importante. Ça va permettre de détecter des objets faux qui ont fait l'objet d'un chauffage récent. Donc ceux-là, on va pouvoir les détecter par thermoluminescence sans aucune difficulté. Mais dans le cas où on va déterminer que le matériau a été chauffé anciennement, et même à l'époque présumée de réalisation de l'objet, eh bien, sur certaines productions, comme je viens de le montrer, ça n'est plus un argument suffisant pour authentifier les objets. Par ailleurs, si l'on observe la structure interne de l'objet par radiographie ou scanner, on va pouvoir détecter des anomalies structurelles fortes qui vont disqualifier la pièce de manière formelle. Mais dans le cas où on ne détecte pas d'anomalies structurelles, ce n'est pas pour autant que l'objet est nécessairement authentique. On peut avoir affaire à un objet fabriqué au XXe siècle, tel qu'on fabriquait les faux dans les années 80-90 ou jusqu'au début des années 2000. Donc quand on ne met pas en évidence d'anomalies, aussi bien en thermoluminescence qu'en radiographie, eh bien, il faut mettre en place la complémentarité des approches pour valider l'objet. Donc on voit bien ici que le regard de la science finalement évolue en même temps que les pratiques des faussaires, qui elles-mêmes se nourrissent de nos méthodes d'analyse pour faire évoluer leurs pratiques. Donc on est dans un système de jeu du gendarme et du voleur où chacun essaie de gagner un peu de terrain sur l'autre. Cela suppose de notre part d'adopter toujours au cas par cas une démarche très rigoureuse et très critique à chaque cas que l'on nous soumet et de rester en alerte sur les pratiques des faussaires pour faire évoluer nos méthodes d'analyse en même temps que les pratiques qui arrivent jusqu'à nous. Et tout ceci se fait bien évidemment en concertation avec les acteurs du marché de l'art. Je vous remercie pour votre attention.